Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin là, au moment où j'enregistre cette vidéo. On arrive à la fin de la première semaine de confinement. Alors la semaine a été un petit peu compliquée pour tout le monde, d'un point de vue scolaire, j'entends, étant donné que vous avez eu pas mal de difficultés à vous connecter à l'ENT, à Pronote. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part du fait qu'ils avaient eu du mal à se connecter. C'était vrai pour moi aussi, parfois j'ai dû attendre tard le soir pour pouvoir avoir accès à la messagerie. J'ai galéré pas mal aussi pour les vidéos YouTube, je vous ai expliqué. En fait, j'ignorais qu'il fallait faire une petite démarche un petit peu particulière quand on voulait poster des vidéos de plus de 15 minutes. J'ai compris ça en fin de semaine, donc voilà, pour moi aussi, je dois apprendre à utiliser des nouveaux outils avec lesquels je n'avais pas forcément l'habitude de travailler. Mais voilà, en une semaine, je pense qu'on a pas mal avancé, qu'on arrive à mettre les choses un petit peu plus au clair. Et d'ailleurs, voilà, en fin de semaine, à partir de vendredi, encore hier, j'ai eu pas mal de travaux qui sont arrivés, sous des formes différentes, certains voilà, des fichiers PDF, des fichiers JPEG, des fichiers ODT, enfin tout ça me va très bien. Tant que vous pouvez envoyer les travaux, c'est déjà une très très bonne chose. Il faudra qu'on fasse attention sur la semaine qui arrive et les semaines qui viennent, à essayer d'avoir un meilleur rythme de travail. C'était tout à fait compréhensible pour la première semaine, Enfin voilà, j'ai pas eu tous les travaux, il y a des choses qui sont arrivées un petit peu en décalé et c'est tout à fait normal. En revanche, il faudrait que pour les semaines qui viennent, on arrive à travailler de façon un peu plus rigoureuse, un peu plus régulière. Je vais toujours essayer de vous envoyer les documents suffisamment à l'avance et sur des supports variés pour qu'on soit sûr que vous ayez le travail. Donc ce que je vais vous demander de faire, si vous voulez bien, c'est de m'envoyer une adresse mail. Pour le moment, là, cette semaine, j'ai uniquement fonctionné sur la messagerie de l'ENT, mais j'aimerais bien avoir vos adresses mail à chacun. Comme ça, à chaque fois, j'enverrai le travail également sur vos boîtes mail. Comme ça, si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'ENT, vous pourrez recevoir le travail et me le renvoyer via la messagerie traditionnelle. Je pense qu'on gagnera beaucoup de temps et on gagnera en efficacité en fonctionnant comme ça. Alors certains d'entre vous sur la première semaine, et je le comprends tout à fait aussi, j'en avais parlé aux quelques élèves que j'avais eu l'occasion de voir vendredi, quelques élèves se sont sans doute dit « Ah bah cool, il n'y a pas école, voilà, ça va ressembler un petit peu à des vacances ». Alors sur la première semaine, pareil, je peux l'entendre. Là, vous avez bien compris maintenant que voilà, on est coincé, confiné pour 4-5 semaines encore, je pense. Donc il va falloir sortir de cet état-là et comprendre que voilà, il y a un travail à fournir à la maison et qui sera équivalent à celui que vous fournissiez avant. Si vous considérez que vous êtes en vacances et que vous ne faites pas le travail, bien entendu, en fin d'année, vous n'aurez pas les connaissances, les acquis nécessaires pour la classe suivante. Alors assurément vous passerez, c'est pas ça le problème, voilà, vous passerez en troisième, vous passerez en cinquième, mais le problème c'est que si vous ne travaillez pas durant cette période-là, vous passerez avec un niveau inférieur à celui de vos camarades et vous allez vous mettre en retard, vous mettre en difficulté pour l'année prochaine. Donc faites attention à ça, prenez du temps pour vous amuser, pour faire autre chose que travailler, bien sûr, il ne s'agit pas de travailler 12 heures par jour non plus, mais prenez quand même un temps conséquent sur la journée pour faire le travail qui vous est demandé, pour le faire soigneusement, pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas, il y a maintenant plein de supports qui sont à disposition, donc posez des questions, essayez de travailler suffisamment pour pouvoir progresser. Voilà. Je vais vous demander également, à partir d'aujourd'hui, d'à chaque fois indiquer vos noms et vos prénoms sur les fichiers que vous m'envoyez. En fait, certains d'entre vous m'ont envoyé les travaux, mais ils ont juste mis travail, conjugaison, par exemple, sans noter leur nom, prénom. Ce qui veut dire qu'après, quand je télécharge le fichier, je dois aller dans le dossier téléchargement, retrouver les fichiers, les renommer. Enfin bref, voilà, moi, tout ce travail-là me prend énormément de temps.
beaucoup plus de temps que d'habitude, et donc le simple fait de noter vos noms et vos prénoms va me permettre de gagner un petit peu plus de temps et de pouvoir mieux organiser mon travail. Voilà, donc je vous remercie pour ça. Merci de noter à chaque fois vos noms, prénoms lorsque vous m'envoyez un fichier. Merci. Donc on va terminer la lecture de l'essai de Jean Ziegler intitulé « Le capitalisme expliqué à ma petite fille ». Donc je me doute bien que la lecture des 2 chapitres précédents a été un petit peu complexe pour vous. Jean Ziegler aborde là des notions d'économie dont vous n'aviez pas connaissance jusque-là sans doute. Alors je vous rassure, les 2 derniers chapitres sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessible. Donc on va procéder à cette lecture dès maintenant, comme la dernière fois. Donc je lis le texte et puis vous allez avoir le texte qui défile sous les yeux en même temps. Ça facilite, je pense, la compréhension du texte que d'avoir les mots sous les yeux. Et une fois ces lectures des 2 chapitres effectuées, nous aurons terminé donc cet ouvrage-là et je vous expliquerai le travail à faire à partir de cette lecture, mais aussi de tous les documents dont nous avons pris connaissance depuis quelques semaines. Chapitre 8. Pourquoi personne ne proteste vraiment contre les crimes commis par les capitalistes? Il y a pourtant beaucoup de gens bien ici et là. Pourquoi ils ne font rien contre les injustices? Les raisons sont nombreuses et complexes. D'abord, je crois qu'en Occident, personne n'ose vraiment penser le monde tel qu'il est. Voici ce qu'écrivait Edmond Keyser, mon ami décédé, fondateur de Terre des Hommes, à propos des enfants martyrs du tiers-monde auxquels il avait consacré sa vie. Si on ouvrait la marmite du monde, sa clameur ferait reculer le ciel et la terre, car ni la terre, ni le ciel, ni aucun d'entre nous n'a vraiment mesuré l'envergure terrifiante du malheur des enfants, ni le poids des pouvoirs qui les broient. Au début de mon mandat de rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, j'ai placé en annexe de mes rapports des photos d'enfants victimes des maladies de la sous-alimentation, notamment les visages défigurés des enfants victimes du noma. Oui, je me souviens, tu m'en as montré, le noma dévore les visages des enfants, c'est horrible. D'abord, l'infection attaque, par exemple, les gencives de l'enfant. Puis, la nécrose détruit graduellement tous les tissus mous. Les lèvres, les joues disparaissent, des trous béants se creusent, les yeux tombent puisque l'os orbital est anéanti. La mâchoire est scellée, empêchant l'enfant d'ouvrir la bouche. Dès le début de mon mandat, Éric Tistounet, secrétaire général du Conseil des droits de l'homme, a témoigné à mon égard d'une discrète et vigilante amitié. Un soir, après une séance particulièrement décevante où chacune de mes recommandations avait été rejetée, Éric m'a dit « Vous ne devriez plus annexer à vos rapports ces photos choquantes. Elles provoquent le rejet chez les ambassadeurs. Ne supportant pas le spectacle de ces visages d'enfants mutilés, ils mettent le rapport de côté sans même le lire. » Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais annexé de photos. J'ai aussi renoncé à décrire avec trop de détails les ravages et la souffrance provoquée par la sous-alimentation permanente. Mais il y a bien les journaux et la télévision. L'autocensure intentionnelle ou subconsciente existe chez presque tous les journalistes. Il s'y ajoute le fait que dans les pays occidentaux, démocratiques, vivant en principe sous l'empire de la liberté de la presse, une poignée de milliardaires contrôle aujourd'hui l'essentiel des médias. En France, 5 milliardaires possèdent plus de 80% des hebdomadaires, mensuels et journaux. Et de fait, aucune information trop choquante sur les victimes de l'ordre cannibale du monde n'atteint la conscience collective. Ah bon? Tu es sûr de ça? Tu as des exemples? Ils sont innombrables. Regarde ce qui s'est passé le jour du 11 septembre 2001. Des terroristes islamistes, des fous, ont jeté 2 avions remplis de passagers sur 2 gratte-ciel à New York, un 3e sur le Pentagone à Washington, quand un 4e s'est abîmé en Pennsylvanie. Dans les avions et les bâtiments détruits, 2973 hommes, femmes et enfants, appartenant à 67 nationalités différentes, ont été brûlés, tués par ces criminels. Cette tragédie a bouleversé le monde. 16 ans plus tard, ce crime monstrueux
habite encore la conscience collective. Mais ce même 11 septembre 2001, comme chaque jour, plus de 35 000 enfants âgés de moins de 10 ans sont morts de faim ou de ses suites immédiates dans l'hémisphère sud. Et pratiquement personne n'en a parlé. Les capitalistes n'ont donc pas mauvaise conscience. Ils ne se sentent pas responsables. Ils ont coutume de dire que c'est la main invisible du marché qui gouverne le monde et qu'elle agit selon des lois naturelles, immuables, comme la gravitation ou la marche des planètes. Ils avancent une justification, une théorie de légitimation de leurs agissements qui est cohérente, agressive, complexe et formidablement efficace. On l'appelle le néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parmi les grands banquiers que j'ai croisés au cours de mon mandat de rapporteur spécial de l'ONU, l'un des plus brillants, des plus cultivés, était certainement James Wolfensohn, un milliardaire australien devenu président de la Banque mondiale. Il était chaleureux et d'un abord agréable. Wolfensohn avait, comme horizon ultime de l'histoire humaine, une conviction qu'il proclamait à chacun des séminaires de la Banque mondiale auxquels j'ai assisté. Un gouvernement mondial sans État. Cela voulait dire en clair, faisons confiance à l'autorégulation du marché mondial libéré de toute entrave, ou encore, liquidons toute instance de contrôle public dans le domaine économique. Pour Wolfensohn et les capitalistes, voici l'évidence première. Si le capital est totalement libre de ses mouvements, donc qu'aucun État ne lui impose un quelconque contrôle normatif ou ne limite sa circulation territoriale, il migre à chaque instant là où il réalise le profit maximum. C'est ainsi que la liberté d'action du capital privé et l'accroissement rapide de la productivité sont intimement liés. Mon ami, hélas beaucoup trop tôt disparu, Pierre Bourdieu, commentait ainsi ce qu'il regardait comme un véritable délire. L'obscurantisme est revenu, mais cette fois nous avons affaire à des gens qui se réclament de la raison et qui n'hésitent pas à diffuser les plus pieux mensonges. Tu m'expliques ce que sont ces mensonges ? Depuis l'implosion de l'Union soviétique en août 1991, le capitalisme financier a conquis la planète comme un feu de brousse. Il a imposé le néolibéralisme comme idéologie dominante. L'écrivain Guy Debord caractérise avec justesse ce moment. Pour la première fois, les capitalistes, ont été les maîtres de tout ce que l'on fait et de tout ce que l'on en dit. Depuis 1991, la libéralisation a fait des progrès foudroyants. En à peine 10 ans, je te l'ai dit, entre 1992 et 2002, le produit mondial brut a doublé, le volume du commerce mondial triplé, et en même temps la misère, dans nombre de pays du Sud, a formidablement augmenté. La libéralisation rapide du marché mondial n'a donc pas éliminé la misère. Elle s'est réalisée au profit presque exclusif des oligarchies capitalistes régnantes. L'hypocrisie produite par ce nouvel obscurantisme est abyssale. Tu me suis ? Oui, j'essaie. Parlons un peu de la totale liberté de commerce exigée par l'idéologie néolibérale. Dans les faits, cette totale liberté de commerce ressemble à un match de boxe qui opposerait Mike Tyson, champion du monde des poids lourds, à un jeune chômeur bangladais sous-alimenté, malade et au corps chétif. Le capitaliste affirme « Le match obéit aux exigences de l'équité. Les conditions sont les mêmes pour les deux boxeurs, que le meilleur gagne. » En apparence, les cosmocrates disent vrai. Les conditions du combat entre Tyson et le Bangladais sont les mêmes. Même ring, même temps de combat, même gants de boxe, mêmes règles, un arbitre pour les faire respecter. Mais le résultat prévisible est néanmoins le massacre du Bangladais. Prends par exemple le principe de l'égal traitement des investisseurs étrangers et nationaux imposé par le néolibéralisme. La Côte d'Ivoire, tu le sais, est le premier producteur de cacao du monde. Mais si Nestlé ou un autre trust ouvre une usine de traitement de la fève à côté d'un industriel autochtone, il est évident que Nestlé ou sa consoeur acculeront en peu de temps l'entreprise ivoirienne à la faillite. Comment ça ?
Premier trust agroalimentaire et 27e entreprise la plus puissante du monde. Nestlé a des moyens financiers presque illimités. Il peut, s'il le décide, ruiner l'entreprise ivoirienne en payant aux planteurs africains de fèves de cacao un prix d'achat nettement supérieur à celui que pourra lui payer l'investisseur autochtone. Jusqu'au jour où l'Ivoirien sera forcé de mettre la clé sous la porte. Désormais en position de monopole, le trust victorieux imposera une baisse massive de son prix d'achat. C'est ainsi que le sacro-saint principe néolibéral de traitement égal des investisseurs imposé partout par les cosmocrates fait obstacle à l'industrialisation et donc à la sortie de la misère des pays les plus pauvres. Ce qui induit en erreur, je pense, c'est qu'on fait croire que le libéralisme, cela signifie plus de liberté. Et tout le monde aime la liberté. Oui, Zora. Et c'est une autre illusion couramment véhiculée par les tenants du capitalisme. Le libre commerce et la liberté politique seraient des synonymes. Ancien commissaire au commerce extérieur de l'Union européenne, puis directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, a la conviction néolibérale chevillée au corps. C'est certainement l'un des intellectuels les plus doués, les plus influents de la droite libérale aujourd'hui, bien qu'il soit, bizarrement, assez proche de certains milieux politiques de gauche. Voici ce qu'il dit. Ma conviction est qu'un pays commercialement plus ouvert devient nécessairement moins répressif. Xi Jinping, actuel président de la République populaire de Chine, est un partisan fervent de la totale liberté du commerce. Or, son pays compte parmi les plus répressifs du monde. La Chine détient même le record mondial des exécutions capitales. Elle est gouvernée par un parti unique. Sa police secrète est toute puissante. De par la loi, la grève est assimilée à un crime. Je pense quand même que tous les capitalistes ne sont pas des monstres et que certains, parmi ceux qui réussissent, qui fournissent du travail à leurs ouvriers, qui produisent des choses utiles, pensent faire le bien de tous. C'est juste, Zora. Pour calmer leurs scrupules, ils ont d'ailleurs une arme secrète qu'ils appellent pluie dorée. C'est quoi ça? C'est de la mythologie? Zeus qui féconde la terre? Non, c'est pas un gag. Le mot a été inventé au XVIIIe siècle par deux personnages étonnants, David Ricardo et Adam Smith. Tous les deux fraîchement enrichis, le premier comme courtier en bourse à Londres, le second comme receveur général des douanes pour l'Écosse. Leur théorème est le suivant. Lorsque la multiplication des pains atteint un certain niveau, la distribution aux pauvres se fait presque automatiquement. Les riches ne pouvant jouir concrètement d'une richesse dépassant par trop la satisfaction de leurs besoins, si coûteux et extravagants soient-ils. Ils procèdent alors eux-mêmes à une redistribution. Ainsi, à partir d'un certain niveau de richesse, les capitalistes n'accumulent plus, ils distribuent. Un milliardaire augmente le salaire de son chauffeur parce qu'il ne sait plus, au sens précis du terme, quoi faire de son argent. Et c'est vrai quoi. Un très riche ne peut pas rouler dans 3 Rolls-Royce à la fois, dormir en même temps dans 5 villas luxueuses, manger en un seul repas 5 kilos de caviar. C'est effectivement ce que pensaient Ricardo et Smith, et c'est ce qu'ils ont écrit. Selon eux, il existe une limite objective à l'accumulation. Si le riche ne peut plus jouir de toutes ses richesses, il est conduit à distribuer l'excédent non utilisable aux gens autour de lui jusqu'aux plus pauvres. Sur les miséreux, les humiliés, les affamés, devait ainsi tomber nécessairement un jour une pluie dorée. L'erreur commise par Ricardo et Smith est flagrante. Leur théorie est fondée sur la valeur d'usage des biens. Or, l'accumulation des richesses par les cosmocrates n'a qu'un seul moteur, l'avidité, la volonté de domination, le désir d'accumuler toujours plus de richesses, plus de capitaux que son voisin et concurrent. Dans cette folie du profit illimité, la valeur d'usage des biens ne tient aucun rôle. Ricardo et Smith se sont donc trompés. Oui, et gravement. Avec toutes ces erreurs, qui peut encore croire à cette théorie néolibérale? Beaucoup de monde, hélas. Le plus grand triomphe des capitalistes est de nous faire croire que l'économie n'obéit désormais plus à la volonté des hommes, mais à cette fameuse loi de la nature. Les forces du marché seraient parfaitement autonomes, incontrôlables. Il ne resterait plus aux hommes qu'à obéir. Je me souviens
d'un jour à Berlin en 2000, lorsque j'étais à l'époque membre du conseil exécutif de l'Internationale socialiste. Nous siégions dans l'une des salles monumentales du Reichstag, l'ancien siège du Parlement du Reich allemand rescapé d'un célèbre incendie en 1933 sous Hitler et des bombardements de la ville durant les dernières années de la guerre. À Düsseldorf, Bochum, Dortmund, Essen, dans toute la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, des foules immenses, des centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières, d'employés, d'ingénieurs, de cadres manifestaient dans la rue contre la délocalisation de leurs usines. Pourquoi ces délocalisations ? Nombre de capitalistes rhénans étaient alors mécontents de leurs marges bénéficiaires, trop réduites à leur goût. Ils avaient décidé d'expatrier leurs entreprises, pourtant parfaitement rentables, dans des pays comme la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, pour certains jusqu'à Taïwan, et dans les zones spéciales de production de Chine. Dans toutes ces contrées, les salaires étant beaucoup plus bas qu'en Allemagne, les capitalistes étaient certains de doubler, voire de tripler leurs profits. Le puissant syndicat d'IG Metall, le plus grand syndicat d'Europe, a mobilisé ses troupes pendant des mois, exigeant une intervention du gouvernement et l'interdiction des délocalisations d'entreprises rentables. La stratégie des capitalistes allemands était en effet synonyme d'augmentation massive du chômage dans l'industrie lourde, de l'acier, des machines, etc. Le chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, présidait la séance de l'Internationale socialiste. C'est un homme énergique, joyeux, au franc-parler, le contraire d'un bureaucrate sinistre. Il nous a expliqué qu'il comprenait parfaitement la colère et l'inquiétude des manifestants, mais qu'il n'y avait rien à faire. Pourtant, la coalition, en vertu de laquelle il gouvernait, conduite par des sociodémocrates, jouissait d'une majorité confortable au Parlement et aurait sans problème pu voter les lois interdisant le démantèlement de l'industrie lourde de la Ruhr. Elle aurait ainsi pu mettre en échec la stratégie capitaliste de maximalisation du profit et préserver du chômage des centaines de milliers de personnes. Le problème, à l'évidence, n'était pas le rapport de force entre le gouvernement et les capitalistes, mais bien l'adhésion, la soumission volontaire de Schröder à l'obscurantisme néolibéral. Il nous a dit textuellement « Personne ne peut rien contre les forces du marché. Les industriels de la Ruhr obéissent aux lois du marché mondial. Je regrette personnellement leur décision, mais ce serait une folie dangereuse que de s'opposer au marché. » Est-ce que le sympathique Schröder tenait un double langage ? Est-ce qu'il était, comme le pensaient alors ses critiques du camp socialiste, de mèche avec les oligarques allemands et russes ? Je ne le pense pas. En l'écoutant justifier son inaction sous les lambris dorés du salon du Reichstag, j'étais convaincu de sa sincérité. Je me suis alors souvenu de l'expression de Pierre Bourdieu. Le néolibéralisme est une arme de conquête. Il annonce un fatalisme économique contre lequel toute résistance paraît vaine. Le néolibéralisme est comparable au sida. Il détruit le système immunitaire de ses victimes, c'est-à-dire qu'il paralyse sa victime après l'avoir convaincue de sa propre impuissance. Les plus grandes entreprises de la Ruhr, souvent aussi les plus prospères, ont pu délocaliser leurs installations à l'étranger. Et Gerhard Schröder a été chassé de la chancellerie en 2004. Mais il est nul ce Schröder. Pas du tout. Par son attitude à Berlin, il a réaffirmé la normalité de la conduite des gouvernements européens de droite comme de gauche. Sa conscience était tout simplement aliénée. Ça veut dire quoi, aliéné ? Est-ce que c'est une excuse pour rester les bras croisés ? L'aliénation est un processus très mystérieux. Il a pour résultat que les femmes et les hommes pensent, agissent librement, mais contre leurs propres intérêts. Il me paraît très important que tu comprennes comment fonctionne l'aliénation, car elle est l'arme principale des capitalistes pour dominer ton esprit. Elle menace chacun de nous, toi y compris. Les cosmocrates parviennent à faire croire à ceux qu'ils dominent qu'ils défendent l'intérêt commun, l'intérêt de tous les membres de la société. La fonction de l'aliénation est de détruire l'identité singulière de l'individu, de le priver de son libre arbitre, de sa capacité à penser librement et à résister. Il s'agit de le réduire à sa fonction marchande. J'ai beaucoup réfléchi à ce processus énigmatique.
L'écrivain turc Nazim Hikmet écrit « Ils ont mis des chaînes à la racine de notre tête. L'aliénation, c'est la soumission volontaire à la loi du capital. Quand elle parvient à ses fins, elle témoigne d'une victoire formidable des cosmocrates sur l'intelligence critique des dominés. » On serait tous aliénés alors. Papa, maman, toi, moi. Non, pas tous. Une partie des gens, je ne sais pas exactement dans quelle proportion, résistent à cet obscurantisme néolibéral. Et je pense que dans notre famille, nous sommes plutôt des résistants.